vous l'avais dit il y a 4 putains d'années. Peut-être pas 3 putains d'années, parce que j'ai mis un petit peu de temps avant de refaire l'analyse de l'épisode 7. Mais c'était le pire départ possible. Évidemment qu'il y avait que 7 fins de logique avec les 6 films qui l'ont précédé, avec les règles qui construisent cet univers, et que même si tu fous la merde en écrivant n'importe quoi avec la force, tu vas être obligé d'arriver à ces explications-là, parce qu'il y a que ça qui fait sens. T'as tellement été reproduire le schéma d'origine qu'évidemment qu'on ne peut avoir que ces réponses-là, quoi. C'est... Ce vlog, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce vlog est le vlog de la vindication absolue. Tout s'est passé comme je l'ai prévu. Comme dirait l'empereur. J'ai mis ça sur Twitter il y a pas longtemps. Vite fait, avant d'entrer dans le détail, je passe un petit coucou aux 2 mecs avec qui j'ai parlé après la séance. On est sortis à 2h30 de la salle et on a parlé jusqu'à 3h du mat, tranquillement. Donc voilà, on a refait un peu nos critiques de la saga au centre du truc. Donc voilà, je leur passe le coucou et c'était très gentil d'avoir tapé la discute avec moi. De fait, il y a un problème, c'est que c'est impossible de donner des enjeux à cet épisode, parce qu'ils ont jamais été établis correctement. Et ça va être un des défauts de l'épisode, c'est que il va à fond la caisse parce qu'il est obligé de tout expliquer, parce que l'épisode 8 a rien fait de ce qu'il aurait dû faire pour le préparer. Il a voulu se la jouer expérimentale et dire non, on va faire l'inverse de tout ce qu'il faut faire, etc. Ouais, mais enfin, t'as quand même une histoire à amener quelque part, et vu comment elle est partie, t'as pas 36 000 façons d'amener une résolution, quoi. Les explications ne surprennent pas, les enjeux n'existent pas des films précédents du 7 et du 8, donc il faut les ramener des films encore précédents. C'est-à-dire toute la trilogie originale, 1 à 6, puisque du coup on va récupérer l'enjeu de cette trilogie principale, c'est-à-dire Palpatine. Et il fallait évidemment expliquer certaines des zones d'ombre qui ont été laissées dans le film, parce que tu peux pas tout expliquer avec des produits dérivés et de l'univers étendu, quoi. Tu peux pas tout expliquer avec des BD, avec des romans, avec des trucs dans ce genre-là, donc... C'était la grande curiosité. Comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer ce virage, ce dernier virage, à se garer, quoi. c'est plus le virage, c'est le virage T8, c'est maintenant faut se garer. Comment est-ce qu'ils vont réussir l'atterrissage? Comment est-ce qu'ils vont réussir à se garer? Et ils ont fait exactement ce qui était prévisible, parce qu'il n'y avait pas 36 000 solutions possibles, quoi. Et alors du coup, ce qui est marrant à voir, c'est qu'en fait, toutes ces zones d'ombre du scénario sont en fait ce qui dirige cet épisode. C'est-à-dire que on essaye d'attirer les personnages avec des réponses, on essaye de les tenter avec les réponses qu'on n'a pas eues jusque-là. Et comme on n'a pas mis en place d'enjeu dans l'épisode d'avant, on est obligé ici de mettre en place une carte qui va diriger les personnages vers là où ils doivent aller, parce que rien ne les a préparés à aller quelque part dans les films d'avant. Quand on a fini le film d'avant, Snoke était mort et il restait que Kylo. Donc tu dis du coup le méchant maintenant c'est Kylo, quoi. C'est ça qu'on va devoir affronter. Sauf qu'on nous dit aussi que Kylo, mais il doute et il a pas trop envie d'être méchant. Donc tu dis oui, mais du coup donc ils ont été obligés d'aller chercher Palpatine et de le ramener ici, parce que du coup les enjeux de l'épisode d'avant il y en avait pas, quoi. Donc c'est vraiment ça tout le truc. Alors c'est pour ça va être très compliqué pour moi de faire ce vlog, parce que du coup j'ai envie de revenir sur absolument tous les aspects de ce film et je pourrais pas. Il y a un moment je pourrais pas sortir absolument tout ce qui va et ce qui va pas dans le truc, surtout avec avec un vlog sans spoiler en plus. Donc je vais essayer d'aborder dans les grandes lignes les problèmes de l'histoire et les avantages pour ce qu'ils peuvent avoir par moment, parce que le film n'est pas un gadin absolu. Et après je vais passer à l'analyse un peu plus technique. Mais du coup, pour retenir un avis un peu général, je peux pas dire que c'est satisfaisant, mais c'est divertissant. Il y a au moins le côté grand spectacle qui est travaillé par J.J. Abrams, et le côté rythme et rapidité, le sentiment d'urgence qui est présent. En même temps, c'est le seul truc que J.J. Abrams arrive à bosser parfaitement dans tous ses films, c'est le sentiment d'urgence et le sentiment d'importance. Donc voilà. Il y a quand même ça qui rend le film regardable et intéressant. Mais c'est vraiment pas une conclusion terrible pour l'une des plus grandes sagas du cinéma, quoi. Et c'est un peu évident quand tu vois comment le trajet qui menait à cette résolution a été foireux. Je vais vous dire un truc tout con, qui aurait résolu tous les problèmes. Qu'on ne nous explique pas dans les épisodes 7 et 8 que le Premier Ordre en fait est là depuis un bout de temps et contrôle des choses vraiment importantes. Parce que si on avait laissé le mystère, si on avait été genre tout va bien et d'un seul coup le Premier Ordre arrive, là du coup tu crées un mystère, tu te demandes d'où ils sortent, et tu peux arriver aux révélations qu'on a à cet épisode 9 de façon à peu près logique et travailler, genre un truc qu'on a vraiment voulu savoir depuis le début du truc. Mais quand on a démarré l'épisode 7, on nous a dit non, le Premier Ordre il est là, déjà, il est installé, on sait qu'ils kidnappent des gens, qu'ils en font des Stormtroopers, on sait qu'ils attaquent, on sait qu'ils sont dangereux, etc. Et voilà, et on va faire le truc. Et tu fais, oui, mais du coup, s'ils sont déjà là, c'est pas censé être un mystère, comment est-ce qu'ils sont revenus? Enfin, c'est... La première phrase du texte d'intro de l'épisode 7, c'était des cendres de l'Empire est né le Premier Ordre. Et tu fais, voilà, quoi.
Y a plus rien à expliquer, tout est là, tout est fait, tout est prêt. Enfin, tu vois très bien que c'était une armée de réserve de l'Empire et que quand t'es aussi clair là-dessus, travailler des zones d'ombre sur d'où vient Snoke et quelles sont leurs motivations, etc. C'est un peu compliqué, quoi. Le plus compliqué étant tout de même Kylo Ren, dont on n'a toujours pas motivé quoi que ce soit, c'est-à-dire ni le passage vers le côté obscur. On a dit ouais, Snoke l'a séduit, oui, mais séduit avec quoi? Et je vais y venir juste après ça. Et on sait pas non plus pourquoi est-ce qu'il doute et pourquoi est-ce qu'il veut rester dans la lumière, parce que tu sais déjà pas pourquoi est-ce qu'il veut aller dans l'ombre. Du coup, qu'est-ce qu'il le rappelle à la lumière? T'en sais rien, quoi. Si t'es pas sûr à ce point-là, mais reste dans la lumière, mon vieux. Pourquoi est-ce que tu te fais chier comme ça? Mais alors du coup, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une réplique de ce film qui met en jeu ce problème. C'est quand Kylo arrive devant l'empereur, il n'y a pas de spoiler, hein, vous savez très bien que l'empereur est revenu, et comme Kylo est méchant, vous savez très bien qu'à un moment ils vont se rencontrer. Et Palpatine lui dit je pourrais t'offrir tout ce que tu veux. Et Kylo répond je vois vraiment pas ce que tu pourrais m'offrir qui pourrait m'intéresser. Et quand la réplique est arrivée à l'écran, je lui dis mais c'est une bonne question, qu'est-ce qui t'intéresse en fait? À part tout casser du passé, ce qui est encore sa volonté, parce que Abrams a quand même respecté quelques trucs mis en place par le 8, mais à part casser le passé, c'est quoi ta volonté exactement? Quand tu disais que tu voulais finir ce que ton père avait que ton grand-père avait commencé, c'était pas vraiment l'idée de je veux casser le passé, c'était au contraire non, je veux le faire revivre le passé, quoi. Et quand tu fais reconstruire ton casque, par exemple, dans cet épisode, tu dis bah du coup en fait t'es encore dans le truc de Vador, t'as encore une admiration pour ce truc-là, ou alors pourquoi? Et alors le truc de la reconstruction du casque, il y a plein de gens qui m'ont dit mais si c'est parce que ça, c'est parce que ça. Il y a aucune explication dans le film. Ça fait 1 an que l'épisode 8 est fini. Au bout d'1 an, il décide d'un seul coup de reconstruire son casque. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il force. Tu vois qu'il y a les chevaliers de Ren à côté de lui, mais tu sais pas si c'est ça du coup qu'il force à le prendre. Et si c'est ça qu'il force, pourquoi est-ce qu'il a attendu 1 an pour le faire? Et du coup, ça pose vraiment la question de quelle est la motivation de Kylo Ren, quoi. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a ses envies? Pourquoi est-ce que... Voilà, et tout ça, ça n'a pas été mis en place, et c'est pour ça que ce film-là peut pas être satisfaisant, et c'est même avec une réplique comme ça qui fait appel à ce truc-là, ça peut pas être satisfaisant. Pour vous donner un exemple du manque d'enjeu de cet épisode et pourquoi est-ce que ça peut pas fonctionner, je vais prendre les Chevaliers de Ren. Parce qu'ils servent à rien, donc de toute façon, quoi qu'il se passe, je spoil pas grand-chose. Ils vont avoir une baston dans le film, et le problème c'est que la personne avec qui ils se battent aurait pu créer quelque chose de vachement intéressant au niveau du combat si seulement on avait établi les Chevaliers de Ren plus tôt dans un autre film. Si on avait établi les rapports entre ces personnages dans un autre film. Alors que là, du coup, tu vois la baston se dérouler, elle dure pas longtemps, et à la fin, tu fais ouais, bon, bah, très bien, on a battu ces gars-là, et ça change quoi? Ça apporte quoi? C'est quoi l'idée? En quoi c'est symbolique de quelque chose? C'est intéressant vraiment de voir à quel point ils ont eu besoin des enjeux des films précédents pour ce film-là, tellement ils n'ont pas réussi à en créer dans le 7 et dans le 8. Il y a une phrase qui revient 2 fois dans le film, qui est prononcée une fois par Rey et une fois par C3PO pour lui donner de la légitimité en plus. La phrase c'est « Si on échoue maintenant, tout ce qu'on a fait depuis le début n'a servi à rien ». Parce que dans la logique de la nostalgie, l'histoire n'était pas finie après l'épisode 6, c'était juste le chapitre du milieu, et donc du coup, s'ils échouent maintenant, tout ce qui s'est passé avant n'a servi à rien. Mais en fait, le truc, c'est que l'existence même de ce film fait que tout ce qui a existé avant n'a servi à rien. Les épisodes 4, 5 et 6 n'ont servi à rien, parce qu'au final, ça n'a pas vraiment changé quelque chose de battre l'empereur. Et que Anakin fasse son petit aller-retour au niveau du côté obscur. Mais du coup, avec le scénario qu'ils ont trouvé, ils se permettent, avec cette phrase-là, de sortir le truc pour te dire « Mais si, en fait, il y a des enjeux dans cette saga. Les enjeux de toute la saga Star Wars, ce qu'ils appellent maintenant la saga Skywalker. » Et c'est ça, du coup, les enjeux de notre saga, c'est ça qu'on récupère. Et ils les récupèrent, en fait, parce qu'ils n'ont pas réussi à en créer d'autres. Et ce qui est quand même dingue avec cette réplique, c'est qu'à plusieurs reprises, on va te dire ça, et même Rey, par exemple, à un moment, on va dire « Tout ce pour quoi on s'est battu jusque-là sera perdu. » Et tu t'arrêtes 2 secondes, et tu te demandes qu'est-ce qu'a subi Rey pour dire qu'elle se bat pour quelque chose depuis aussi longtemps, et pour dire que son combat est important et qu'il faut qu'il mène à quelque chose dans le dernier film. Rey ne mérite pas d'être la solution à Star Wars, parce qu'elle a rien vécu dans ce conflit. Jusqu'à l'épisode 8, elle savait même pas ce qu'elle foutait dans ce conflit. Et là, d'un seul coup, non, attendez, si on arrête maintenant, tout notre combat est vain. C'était quoi ton combat? Donc c'est assez particulier quand même, à quel point ce film est un constat d'échec. Sur de nombreux points. Et donc, l'histoire, je vais vous le résumer quand même avec ce qui est dans les bandes annonces, pour ne pas spoiler. Palpatine est de retour, et Kylo, tout comme Rey, veulent le rejoindre, pour le détruire, ou autre chose.
pour rester quand même vague et ne pas dire ce qui peut vraiment se passer. Ça envoie les personnages sur la quête de MacGuffin. Alors il y a un MacGuffin principal qui est où est Palpatine. Pour y aller, on a un premier MacGuffin qui est une carte qui permet d'aller là où est Palpatine. Et pour trouver la carte où est Palpatine, il y a un autre MacGuffin qui est la fameuse dague que vous avez vu aussi dans les bandes annonces. Et tout ça va nous mener à quelques péripéties, quelques petits affrontements, quelques petits combats spatiaux, combats au sabre laser, etc., etc., jusqu'à arriver au climax sur l'endroit où il y a Palpatine. Et où on va évidemment avoir une énorme confrontation entre cette armée de vaisseaux qu'on a vu et une armée de rebelles. Ce qui est, en gros, ce que j'avais prévu quand j'avais fait ma vidéo sur la réaction au dernier trailer de Star Wars 9, j'avais fait un petit plan de ce que je pensais être l'intrigue. Et effectivement, c'est ça, quoi. C'est trouver MacGuffin pour aller de péripétie en péripétie jusqu'au climax final qui est contre Palpatine. Donc on a évidemment une intrigue très dirigiste. Ce qui est pas forcément un défaut, hein. L'épisode 6 par exemple avait aussi... L'épisode 6 c'est pas le meilleur épisode de la saga Star Wars, c'est pour ça que c'est pas un très bon exemple à prendre en comparaison, mais l'épisode 6 avait un peu le même principe, hein. On sait que la nouvelle étoile de la mort est dans telle lune d'Endor, il faut que vous y alliez, tel machin, qui a tel plan réalisé. Donc c'est pas très surprenant finalement qu'il y ait un objectif comme aussi précis à prendre, mais c'est intéressant de voir à quel point les personnages sont vraiment dirigés, quoi, à quel point on les amène à aller dans un truc, ou alors on les appelle même à aller sur un truc. Alors comme je l'ai dit, le gros problème c'est que cette histoire est surchargée, parce que il faut donc répondre aux questions qui sont encore en suspens, il faut créer des enjeux pour le nouvel épisode et les résoudre au fur et à mesure, plus faire différentes quêtes qui amènent au truc, qui permettent d'avoir plusieurs scènes d'action, qui permettent à ce que l'histoire avance tout le temps, et à ce que du coup le film avance et du rythme, et à ce que le spectateur soit pas en train de se faire chier, en train de se demander bon où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ce qui s'est un peu passé avec l'épisode 8 quand même. Et alors par rapport à l'épisode 8, il y a un petit détail, je crois que Abrams a fait exprès de faire échouer ses personnages à un moment, pour montrer à Johnson comment tu fais échouer tes personnages tout en restant constructif dans l'histoire en fait. Parce que du coup ils échouent à quelque chose qu'ils ont essayé de faire, et malgré tout, ils ont quand même progressé au niveau du personnage, le personnage a évolué dans qui il est, dans ce qu'il a envie de faire, et ils ont quand même obtenu quelque chose d'intéressant et d'important pour leur mission et pour aller là où ils ont envie d'aller en fait. Donc du coup, il y a un échec, mais il y a quand même quelque chose qui permet de continuer l'histoire et pas juste avoir eu un échec qui n'a donc servi à rien, qu'on aurait pu totalement retirer du film, sans quoi et il se passerait les mêmes événements. Du coup, il y a un côté vraiment un peu surchargé au truc, quoi. Tu sens que le film a pas le temps de vraiment te raconter son histoire et qu'il est obligé d'aller à fond la caisse. Mais vraiment, aller à fond la caisse. Je vous jure qu'il y a des séquences de dialogue qui durent 30 secondes. Et généralement qui n'ont aucun intérêt dans l'histoire. Mais vraiment, il y a des moments où on est en train de suivre une histoire, d'un seul coup on va couper sur Leia, qui est dans une base de la résistance, qui parle à un résistant. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est le mec qui jouait le flic, un peu en surpoids, qui était dans Heroes, et qui joue un pilote de l'escadron de la rébellion, quoi, mais tu sais pas pourquoi ils insistent comme ça sur lui, tu sais pas pourquoi il y a une scène spécifique sur lui, tu sais pas pourquoi machin, enfin, tu sais pas pourquoi Leia dit un truc particulier à ce moment-là, enfin tu vois vraiment pas ce que cette scène vient faire là, quoi, mais d'un seul coup t'as 30 secondes d'échange comme ça entre des personnages, et tu te dis, bah, c'est vraiment presque pour occuper l'histoire, quoi, c'est pour occuper le moment, pour que même pendant ces 30 secondes, il puisse pas y avoir un moment où tu puisses trop te poser et sortir du coup du truc. Donc il y a un côté qui est quand même assez surchargé et assez presque indigeste quand même. Il y a un côté qui est intéressant, c'est que du coup on voit beaucoup de choses, il faut nous amener dans beaucoup de lieux différents parce que les personnages vont beaucoup bouger, t'es obligé de bouger pour qu'il y ait de l'action, donc si tu bouges tu dois aller d'un endroit à l'autre, donc on va créer plusieurs lieux. Et c'est quand même au moins ça d'intéressant avec ce film. T'as l'impression qu'ils ont mis toute la créativité qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre dans les épisodes 7 et 8. Parfois, littéralement, parce que la base rebelle dans ce film est une base rebelle qui est cachée dans une jungle, ce qui est quand même beaucoup plus logique que le terrain plat qu'on avait dans l'épisode 7, pour cacher une base rebelle. Et en fait, ce principe, c'était censé être le principe de la base de la résistance qu'on a vu dans l'épisode 7, en fait. On aurait dû, en fait, dans l'épisode 7, avoir cette base-là, une base cachée dans la jungle, et qui permet donc à la rébellion d'être correctement cachée. Et en fait, il y a beaucoup de choses de ce film qui semblent venir des travaux préparatifs du reste. Le passage avec l'étoile de la mort, par exemple, dont on avait
pensé au début de l'épisode 7, à un moment faire un truc pour Rey doit aller chercher quelque chose par rapport au Jedi qui est caché dans l'étoile de la mort, et donc il devait y avoir une scène où elle devait nager dans l'épave de l'étoile de la mort, vraiment sous l'eau complètement. Là pour le coup l'épave dépasse à moitié. Et c'était donc un truc qui était prévu dans l'épisode d'avant. Donc tu vois qu'ils ont créé du coup des trucs en plus, vite fait pour l'étoile de la mort. Il y a plein de gens qui disent ouais mais ça c'est pas normal, elle a complètement explosé. Elle a complètement explosé dans une explosion des années 70 au cinéma. 80, début des années 80. Calmez-vous, d'accord? C'est pas parce que dans le truc des années 80, le truc a fait une grosse explosion, il y avait des étincelles partout, que en vrai le truc a vraiment explosé en autant de millions de morceaux. Il y a un truc énorme qui a explosé au centre du truc, ça a dû séparer l'étoile en deux et les deux morceaux sont tombés. Le truc a pas fini en miettes. C'était juste la meilleure façon que le film de l'époque avait de nous rendre ça, quoi. Calmez-vous. Mais donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même du coup pas mal de créativité et toute la créativité qui manquait en fait au film d'avant. Il y a une scène qui a l'air même spécialement dédiée à ça. Il y a une scène où il y a Poe et Finn qui sont en train de s'échapper en vitesse lumière et qui sautent à plusieurs endroits différents parce que on peut pister en vitesse lumière maintenant. Et en fait, ils arrivent dans 3 endroits, mais qui sont vraiment des endroits qu'on n'a jamais vus, 3 ou 4, 2, 3, qui sont vraiment des endroits qu'on n'a jamais vus dans Star Wars et qui ont des designs qui sont vraiment particuliers et t'as presque l'impression, il y a des gens qui m'ont dit, ils ont peut-être regardé tes vidéos, quoi, mais j'ai fait un passage à un moment où je disais que le désert ressemblait à n'importe quel désert, si au moins il avait été vert, ça aurait changé quelque chose. Et à un moment, on est dans un truc de nuages, de fumée verte, et tu fais, tiens, c'est bizarre, quand même. Il y a des petits trucs comme ça qui sont rigolos. D'un autre côté, c'est aussi faire du neuf avec du vieux. Par exemple, justement, pendant cette scène où ils doivent s'échapper, Poe et Finn sortent du truc blanc là qu'on a vu dans la bande-annonce qui est en glace donc. Et en fait ce truc a été taillé, donc il y a des couloirs dedans. Donc en fait ça reproduit la scène classique au possible du Faucon Millenium qui rentre dans un espace extrêmement étroit et qui arrive à se faufiler à l'intérieur d'un truc tout en volant super vite et en arrivant à éviter tous les obstacles. Sauf que là du coup c'est pas des couloirs mécaniques de vaisseau comme on avait dans l'épisode 6 ou dans l'épisode 7 avec Rey. Et c'est pas non plus des couloirs de rubis comme dans l'épisode 8. C'est des couloirs bleu-blanc, de glace, donc. Donc ça reste un truc qu'on a déjà vu, mais au moins, visuellement, il y a un truc un peu neuf. C'est pas juste foutre l'étoile de la mort sur Hot, tu vois, il y a quand même un truc un peu différent. Bon, c'est presque la même chose au final. Là, c'est un couloir de glace, donc c'est presque mettre les vaisseaux classiques sur Hot, mais voilà, au moins visuellement, il y a un petit truc en plus, quoi. Mais du coup, il y a ça quand même d'intéressant, c'est qu'il va y avoir quelques petites choses qui ont été créées. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été créés spécialement pour faire avancer le scénario, et qui paraissent bien faciles et bien pratiques, comme la dague, par exemple, ou le truc qui s'appelle l'orienteur Sith. Déjà, vous pouvez pas en faire un holocron, tout bêtement. Enfin, les holocrons, c'est des sortes de cartes mémoire Jedi, qui sont généralement des formes géométriques, dans lesquelles on peut stocker des mémoires Jedi, des messages, des trucs dans ce genre-là. Et là, ils ont créé un truc qui ressemble exactement à un holocron, mais non, ça s'appelle pas un holocron, ça s'appelle un orienteur, un truc dans ce genre-là. Et le truc, c'est que hélas, pour Hymne, on ressort le défaut qu'il y avait dans l'épisode 7 déjà, c'est les grosses facilités scénaristiques, notamment avec la Force, qui refont leur grand retour ici. Par exemple, t'es en train de te promener quelque part, tu tombes dans des sables mouvants dans lesquels t'avais pas envie de tomber, et comme par hasard, sous les sables mouvants, il y a une caverne, et dans la caverne, il y a le truc que tu cherchais. Quel putain de coup de bol. Quand même, quoi. Donc comme dans le 7 et dans le 8, il y a des personnages qui débarquent exactement au moment où il faut, des pouvoirs Jedi qui débarquent exactement au moment où il faut, etc. Et tu fais... Putain, quand même, quoi. C'est un peu les bases d'écriture des scripts. Cela dit, il y a quand même un petit peu de mieux que dans le 8. Notamment à ce niveau-là, au niveau des pouvoirs Jedi. Parce que par exemple, contrairement au 8, on a eu la bonne idée d'introduire les livres Jedi avant certains nouveaux pouvoirs qui sont utilisés ici. Il y a des scènes, ici, qui montrent Rey en train d'ouvrir un bouquin et de chercher les différents trucs qui ont été écrits par les Jedi, et donc, forcément, elle est en train de découvrir toutes les anciennes techniques ancestrales qu'on a pu ne pas voir dans les films récents parce qu'elles étaient cachées dans leur vieil arbre depuis des années sur Acto. Donc voilà, pour le coup, il y a quelque chose qui justifie l'existence du truc. Quelque part, l'un des pouvoirs essentiels d'ailleurs de ce film, qui sert à 3 reprises et qui est présenté au début avec un serpent, pour ceux qui ont vu le film, est même lié à l'épisode 1. Et la fameuse révélation par rapport à la Force qui a fait péter un câble à beaucoup de fans. Donc, quelque part, même si encore une fois ça sort pour arranger le scénario, il y a quand même des trucs qui justifient un peu mieux. Par contre, il y a d'autres moments où vraiment le scénario est bloqué, il faut qu'on trouve un moyen pour que les personnages se réunissent. Bon alors,
Connexion de force, comme dans l'épisode 8, qui était vraiment le cheat scénaristique ultime de l'épisode 8, c'est ah bah on a deux personnages qui sont complètement séparés, on voudrait quand même les faire se parler parce que c'est quand même les antagonistes principaux. Ah, on va les lier par la force, dis donc. Et ils vont pouvoir se parler, faire un chat Skype, etc., etc. Et alors le pouvoir a encore évolué depuis le truc d'avant. Vous vous souvenez du truc où Kylo récupérait de la pluie, etc., etc. Bon bah ça va plus loin encore dans cet épisode-là. Et du coup, c'est pratique, quoi. T'es en train de vivre une scène et tu fais ah bah merde, je suis bloqué, comment je fais? Et bah il va récupérer. Et je fais waouh. T'as pas eu envie de te faire chier quand même, hein. Et d'un autre côté, il reprend ce truc-là correctement au niveau de la mise en scène, par exemple, parce qu'il fait une scène où il joue beaucoup avec les angles de caméra à faire, à mélanger les décors en fait, les deux décors où sont les deux protagonistes. Au lieu de simplement avoir un plan d'un côté et un plan de l'autre, il va réussir à mélanger les deux décors dans un plan et te faire croire du coup que les deux sont mélangés, etc. Donc pour le coup, il y a un truc intéressant, un côté un peu mystique et qui marche bien au niveau de la mise en scène. Mais le truc est encore une fois sorti un peu de nulle part, uniquement pour avantager le scénario, quoi. Idem sur beaucoup de points qui concernent Palpatine. Il y a tout un tas de trucs qui font ah bah c'est pratique, hein, ça tu peux pas le faire parce que sinon il se passe ça, et maintenant qu'on a fait ça, il va se passer ça, etc. Et tu fais ah la vache, l'écriture a dû être laborieuse quand même. Et alors à propos de Palpatine, même si l'action est sympa à cause de la mise en scène d'Abrahams, je vais revenir dans un instant, il manque, et pas spécialement juste pour Palpatine, mais pour Palpatine aussi, il manque dans ce film une vraie grosse scène de baston impressionnante. Et avec des vrais enjeux. Parce que t'as une scène de baston entre Rey et Kylo, mais ils se sont déjà battus 3 fois, donc tu t'en fous. T'as d'autres scènes où des personnages se battent, mais les enjeux sont pas là, encore une fois. Donc du coup, les scènes de baston sont correctes, passent bien, sont filmées pour passer correctement au niveau action. Mais elles ont pas d'impact, elles ont pas d'enjeu, et il y en a beaucoup qui sont très vite expédiées, y compris les plus importantes. Donc c'est un peu emmerdant. Pour ce qui est des bastons elles-mêmes, on a donc la technique ultime d'Abrahams, qui est de faire bouger la caméra tout le temps. Pour que les plans soient le plus dynamiques possible, toujours en mouvement, donc t'as toujours quelque chose à lire et à chercher à l'image, donc t'es toujours occupé à faire quelque chose quand tu vois le truc. Y a pas, comme dans le 7, cette tentative d'essayer de reprendre un peu la mise en scène très calme et posée sur un trépied littéralement, hein, de Lucas, avec des plans assez fixes. Tu sens qu'il a complètement abandonné l'idée on va singer la mise en scène de Lucas. Et il a fait sa mise en scène à lui. Donc les caméras bougent, épaules, steadicam, grue, peu importe. La caméra va avoir un mouvement. De toute façon, quelque part, à un moment ou à un autre. Donc ça permet d'avoir beaucoup de choses qui se passent à l'image, et ça permet de rendre les scènes d'action du coup assez intéressantes. La caméra filme un truc, et puis il y a quelque chose qui passe devant l'écran, elle la suit pour filmer autre chose, etc. Du coup, il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants et qui rendent bien. Il y a un travail des plongées, des contre-plongées pour rendre les choses intéressantes et des choses menaçantes aussi, parce que Abraham c'est quand même assez doué pour ça, faire des trucs qui sont gigantesques et travailler le rapport d'échelle, te mettre un personnage minuscule au milieu d'une pièce énorme par exemple, avec le décor du climax par exemple, et te montrer justement des personnages humains sur des vaisseaux gigantesques. Ça c'est un truc pour le coup qui est assez... Scénaristiquement c'est assez absurde, cette scène, mais... Visuellement, ça permet quand même de te rendre compte, pour une fois, vraiment concrètement de la taille de ces trucs. On a déjà vu des Stormtroopers devant les hangars d'entrée de l'étoile de la mort, par exemple, les trucs dans ce genre-là. Mais vraiment, savoir le rapport d'un humain par rapport à la taille d'un destroyer, c'est quand même compliqué à avoir. Tu peux pas faire mieux que de mettre un humain qui est en train de marcher sur la coque du destroyer. Il y a pas mieux comme rapport d'échelle et pour te montrer à quel point ces trucs sont gros et importants. Donc du coup, au moins au niveau de la mise en scène, il y a ça qui est intéressant. Il est vachement light sur les lens flares, par contre. J'étais vachement surpris, je les ai cherchés devant presque tous les plans, je me suis dit, il n'y a pas un reflet, il n'y a aucun reflet sur la lentille, là, quelque part. Il y a quand même un ou deux par-ci par-là, mais c'est quand même discret, quoi. Je me suis dit, oh, dis donc, c'est vachement limité. Le montage aussi, du coup, est très rapide, et je vous ai dit, ça amène à des trucs qui sont assez ouf, quoi. Par exemple, des scènes de dialogue de 30 secondes, mais ça permet du coup de rendre du rythme. C'est souvent, malheureusement, du montage sur du vide, hein. C'est encore une fois, et sur les dialogues aussi, typiquement, il y a une première scène de discussion entre Rey, Finn et Poe, qui pour la première fois de la saga se parlent enfin, tous les trois, quoi, en trio. C'est la première fois depuis l'épisode 7 qu'ils sont enfin réunis tous les trois, nos trois héros, en principe. Donc c'est vrai que tu vois le groupe de héros, tu fais, vous avez quand même pas vraiment eu l'occasion de vous connaître, c'est quand même compliqué. Et ils sont en train de se balancer, mais des trucs vides sur le pilotage du Falcon Millennium et le fait que Poe soit un peu trop tête brûlée ou des trucs dans ce genre-là. Enfin, c'est...
ou les réparations qu'il y a à faire, ou tout dans ce genre-là. Enfin, c'est vide, quoi. Ils sont en train d'essayer de faire en sorte que tu crois qu'il se passe quelque chose dans le dialogue, parce qu'ils sont en train de pas dire plein de trucs, et ils sont en train de se couper la parole, et de se parler au-dessus des autres, etc. Mais il se passe vraiment rien au niveau du dialogue, quoi. Donc, c'est un peu le problème. C'est beaucoup d'action pour filmer beaucoup de vide. Hélas, les combats filmés sont pas très intéressants. L'affrontement entre les deux armées de vaisseaux, là, franchement, mais quasi inaperçu. Il y a très peu de plans sur ce truc-là, et c'est décevant parce que tu vois ces plans, justement, avec ces deux armées qui se regardent en chaîne de faïence, et il y a aucun moment où tu voulais voir vraiment se faire feu l'une sur l'autre, et vraiment avoir un vrai gros chaos de trucs, parce qu'immédiatement après, il se passe autre chose avec un autre personnage, et du coup, ça fout un peu la merde avec ce truc-là. Enfin bon, bref. Du coup, les scènes de baston avec les vaisseaux sont pas, enfin, les scènes de combat spatial sont pas ouf, et les scènes de combat avec des sabres laser sont encore une fois pas très intéressantes, quoi. Toute la baston entre Rey et Kylo sur la passerelle, là, c'est très sympa, hein. Ça aurait été rendu un tout petit peu plus classe et dantesque si on avait été logique au niveau de la physique, c'est-à-dire si les sabres laser avaient fait s'évaporer l'eau quand elle le touchait. Ce qu'on sait qui se produit, on a déjà vu ça dans des trucs de Clone Wars par exemple, et dans Star Wars Rebels. Dans quel autre truc j'ai vu ça il y a peu de temps, où quelqu'un avait un sabre sorti et tu vois les gouttes tomber, ça fait psh, psh, à chaque fois qu'il y a une goutte qui tombe dessus, ça fait un truc énorme. Ça aurait rendu un truc un peu plus intéressant, quoi. Si d'un seul coup, quand ils se battaient, t'avais en plus des volutes de vapeur et de fumée qui sortaient parce que leur sabre rentre dans l'eau ou un truc de genre là, ça aurait pu être intéressant. Mais alors, vraiment, juste au niveau de la chorégraphie de l'échange, c'est encore une fois la même chose, quoi. C'est des gens qui se tapent avec des bâtons, c'est des chorégraphies qui font extrêmement répéter. Tu vois que tel coup de mener à tel truc et tel machin, et que c'est vraiment une chorégraphie, et que ça ressemble pas à un combat, quoi. Beaucoup de gens disent que le combat entre Anakin et Obi-Wan ressemble à ça aussi, mais Anakin et Obi-Wan veulent pas vraiment se tuer l'un l'autre, et surtout ont exactement la même formation, donc ils savent exactement quel coup faire pour parer ce que fait l'autre. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui fait un coup, l'autre sait comment le parer, et à chaque fois et vice versa, quoi. Donc c'est ça qui rend leur combat si particulier, mais tu sens vraiment qu'ils essayent de se taper. Tu vois que les coups essayent d'aller vers les parties vitales, tu vois ce qu'ils attaquent, quoi. C'est pas des trucs genre je vais faire un salto arrière pour que mon coup arrive avec une roulade, genre ça va le rendre plus intéressant, quoi. Tu fais quoi? Tu vas donner plus de force à ta lame en plasma, là, qui n'existe pas pour de vrai, qui a pas de poids en principe. Si en principe l'énergie crée un léger poids au sabre, mais enfin c'est du laser, quoi. Je veux dire, peu importe la force que ça a, tu l'amènes correctement. Enfin, t'as pas besoin de faire une pirouette avant de faire ton coup, quoi. Enfin bon, bref. Et il y a quand même des moments qui sont assez. Il y a un moment où Kylo Ren se bat contre des gens et il est un petit peu fatigué. Donc ce qu'il fait, c'est qu'à un moment, il tourne le dos à ses opposants, il met son sabre derrière lui. Oh, attendez. Donc il y a un moment où Kylo est en train de se battre, et à un moment, il a envie de faire une pause. Et il tourne le dos à ses opposants, il se met comme ça, avec la lame derrière lui, pour se protéger le dos, du coup. Ce qui veut dire que le mec a les flancs dégagés à découvert, la tête dégagée à découvert, le cul dégagé à découvert, et les pieds qui sont en train de traîner par terre. Les mecs tapent où? Sur le sabre. Le seul endroit sur lequel le mec est protégé, quoi. Et du coup, le mec, il est tranquillement assis, il fait un petit... Il prend sa respiration, et puis... Et il y retourne. Et tu fais, putain, mais c'est nul. C'est vraiment nul, quoi. Bref, Star Wars 9, c'est très bien réalisé, mais ça filme du vide. Et le scénario a toujours les mêmes bases extrêmement chancelantes et très mal construites, donc évidemment que l'histoire fonctionne pas, qu'elle a pas vraiment d'enjeu, et que tout semble sortir au dernier moment, et exactement comme il faut pour arranger le scénario. C'est une conclusion. On peut pas dire l'inverse. C'est une conclusion. Satisfaisante? Non. Impossible avec les deux volets qui ont précédé. Et... divertissante, oui. Si vous avez juste envie de voir des trucs qui brillent, qui bougent et qui se tapent dessus et qui font du bruit, quoi. Oh oui, j'avais oublié juste vite fait avant de finir, le son est mixé pour que genre, mais tu claques des doigts, t'as l'impression que t'as un tremblement de terre dans le truc, quoi. C'est le moindre truc, il y a un truc intéressant avec les éclaircites qui font pas des bruits d'éclairs, ils font presque des bruits de cris. C'est pas un pfff, ça fait un... C'est des trucs très très space. Et tous les sons, tout le temps, sont travaillés pour te faire sursauter sur ton fauteuil quand tu l'entends, quoi. C'est très particulier. C'est pas juste le mixage Atmos, c'est vraiment le son a été créé avec quelque chose dans le son qui le rend impactant et fort et puissant, quoi. Donc
C'est particulier, comme je vous dis, les cris des Jedi, enfin les éclairs Sith qui ressemblent à des cris, quoi. Les cris des Jedi qui ressemblent à des éclairs Sith. Voilà, je pense pas que j'arriverai à en dire beaucoup plus sans aller vraiment directement dans les spoilers. Donc voilà, je vais vous abandonner ici pour la partie sans spoilers, et je vous retrouverai dans une petite journée, 1 ou 2 jours, pour la version spoilers, où on va venir sur vraiment tout ce qu'il y a comme révélation dans l'histoire, et à quel point est-ce que ça marche ou pas, quoi. Et on va vraiment aborder l'histoire en profondeur. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.